Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour votre émission Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation. Pour ce numéro de Leitmotiv, nous recevons un monsieur qui est à la tête d'une multinationale spécialisée dans l'immobilier, les BTP, les mines et énergie. Un pur produit de l'école ivoirienne dont le parcours est sans nul doute un modèle pour tous les jeunes entrepreneurs qui nous suivent. Leitmotiv avec monsieur Nzinda Yao Honoré, c'est pas plus tard que maintenant. Monsieur Nzinda Yao Honoré, bonsoir. Bonsoir madame. Merci de nous recevoir au sein de votre siège d'Abidjan. C'est un plaisir pour nous madame. Alors je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes depuis 2013 à la tête d'un grand groupe spécialisé dans la construction immobilière, le génie civil, l'import et l'export entre autres, est aussi représenté à Dakar, c'est bien ça? C'est cela. Vous êtes la preuve même qu'on peut être issu d'une famille modeste et devenir un très grand chef d'entreprise. Pouvez-vous raconter à tous nos téléspectateurs votre parcours scolaire? Avant de répondre à votre question, madame, je voudrais d'abord me présenter. Je suis M. Nzinda Yao Honoré, ivoirien, né en 1979 à Brobo et issu effectivement d'une famille très modeste. J'ai commencé mon parcours scolaire à EPP Somilassou, qui est un village donc, de la commune de Brobo. Et je voudrais, avant de continuer, préciser que ce n'était pas prédestiné que je parte à l'école. Parce que je suis issu d'une famille de 22 enfants. Oui. Et parmi les 22, je suis le seul à aller à l'école. Et en 1984, mon oncle, que je salue d'ailleurs, est arrivé donc, au village. Et je jouais dans le sable avec mes amis quand il m'a dit, toi, demain matin, tu pars à l'école. Vous aviez quel âge? Alors, pour vous dire vrai, je suis allé à l'école autour de 8 ans. D'accord. Et donc, malgré mon âge, Dieu m'a permis de faire un parcours brillant. Parce que depuis la classe de CP1 jusqu'à l'université, j'ai été premier dans toutes les compositions confondues. Je n'ai jamais été deuxième. Félicitations. Merci bien, madame. Alors, donc, je n'ai pas, je dirais, un grand niveau. Oui. J'ai un bac plus 1. C'est déjà bien. Et lorsque j'ai eu le bac, compte tenu des difficultés que nous vivions, et je précise que mon père et ma mère sont des paysans et ménagères, et donc, compte tenu des difficultés que nous vivions, j'ai décidé d'aller à l'aventure. Voilà comment mon parcours scolaire s'est arrêté au bac plus 1. D'accord. Alors déjà, quand votre oncle est venu ce jour-là, vous trouvez en train de jouer avec vos amis et qui vous a dit « Demain, tu iras à l'école », quelle a été votre réaction? Alors, madame, je vous avoue que je ne savais pas ce que signifiait pour moi aller à l'école. Puisque, comme je disais, je suis issu d'une famille de 22 enfants. Ouais. Et parmi les 22, personne n'a été à l'école. Malgré mon âge et malgré le fait qu'aucun membre de ma famille n'a été auparavant à l'école, j'ai pris cette proposition, cette offre de mon oncle comme un engagement. Et lorsque j'ai commencé les cours, les amis se moquaient de moi parce que j'étais beaucoup plus grand. Mais je me suis dit, parce qu'ils se moquent de moi, il faudrait que je leur prouve qu'en étant grand, on peut devenir quelqu'un. En 1997, vous obtenez brillamment le bac A2, donc un bac littéraire. C'est ça. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous savez déjà le métier que vous vouliez embrasser après vos études? Je ne dirais pas que je connaissais auparavant le métier, mais j'avais pris la résolution de ne jamais travailler dans la fonction publique. Alors, donc, lorsque j'ai eu le bac, je me suis dit qu'il fallait au moins que j'aille à l'université pour dire à mes amis, à ceux qui se sont moqués de moi, que moi aussi j'ai goûté l'université.
Alors, lorsque j'ai eu mon DUG 1 en anglais, je me suis dit que ça suffit. J'avais les aptitudes nécessaires pour affronter la vie. Et c'est comme ça que je suis allé à l'aventure. D'accord. Alors, quelques années après votre bac, comme vous le dites, vous ressortez diplômé de l'université de Cocody à Abidjan avec un DUG 1 en anglais. C'est cela. Et pourtant, ce n'est qu'en 2004 que vous obtiendrez votre premier emploi dans un organisme international. C'est cela. Comment avez-vous vécu ces 3 années de chômage? Alors, c'était des années difficiles, mais en même temps, c'était des années d'apprentissage. Mais comment vous arriviez à joindre les deux bouts? Ce n'était pas facile. J'étais déjà, je dirais, habitué aux difficultés, Oui. puisque je précisais d'entrée de jeu que mon père, il est planteur, ma mère est ménagère, donc c'était difficile pour nous. Mais je me suis dit ceci, la vie elle-même, elle n'est pas facile. Si nous nous adonnons à la facilité, nous n'y arriverons jamais. Tout à fait. Et donc, au vu donc, de cet engagement, nonobstant les difficultés, j'avais la certitude qu'un jour, j'allais y arriver. Alors, comment se passent donc vos premiers pas dans le monde du travail? Alors, d'abord, j'étais responsable chargé du recensement au niveau du nouveau programme des Nations Unies pour le développement d'Afrique, donc le NPNUDA, qui avait pour mission essentielle de contribuer au développement des populations économiquement faibles. Alors, quelque temps après, vous enchaînez des postes à responsabilité. Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences? Alors, il faut dire que ces expériences m'ont assez forgé. Ces expériences m'ont consolidé dans ma position de travailler un jour pour moi-même. Puisque je suis allé dans ces organisations, à vrai dire, pour apprendre. Oui, Donc, mais dès le départ, c'est vrai que vous saviez déjà que vous vouliez travailler. J'avais un schéma déjà tracé et qui consistait un jour à devenir chef d'entreprise. D'accord. Alors, racontez-nous un peu donc l'étape, le moment de votre vie où vous franchissez justement ce pas d'employé à employeur. Je vous avoue, madame, que lorsque nous avons obtenu l'agrément de notre ONG, j'avais déjà compris que je venais de franchir le pas le plus essentiel pour moi. Parce que cette ONG me donnait la possibilité d'être autonome. Cette ONG me donnait la possibilité de diriger des personnes. Cette ONG me donnait la possibilité de mettre en place des stratégies et donc d'avancer. Donc lorsque on a mis en place cette ONG et qu'elle a été agréée, je me suis dit, Seigneur, merci, je viens d'atteindre mon objectif. Comment vous est venue cette idée? Alors, l'idée m'est venue de ce que depuis que nous avons mis en place l'ONG et que les résultats ont été probants, on s'est dit qu'on pouvait donc véritablement nous lancer dans la création d'un grand groupe. Comment se passent les premiers mois de votre entreprise? Je vous avoue que les premiers mois ont été très difficiles. J'imagine. J'ai créé la société avec une somme de 2000 francs CFA. C'est pas possible. Si, madame. Et les 2000 francs CFA m'ont permis au départ d'acheter du papier rame, d'écrire mon idée et d'aller voir un notaire pour m'aider à constituer donc, la société. Parce que j'avais la certitude que si on avait une société légalement constituée, si on était en règle vis-à-vis donc, de l'État et donc des lois ivoiriennes, il n'y avait pas de raison qu'on n'y arrive pas. Vous créez votre entreprise avec combien de personnes au départ? Alors, au départ, nous étions 3. Il faut dire que je suis propriétaire à 100% du groupe. Mais lorsque j'ai créé la société, j'ai fait appel à 2 amis pour m'aider donc à partager ma vision. Bien sûr. Mais je vous avoue qu'en Afrique, les gens ne sont pas beaucoup patients. Donc, en cours de route, ils m'ont lâché. Mais j'avais cette ferme conviction qu'à terme, j'allais y arriver. Et donc, on n'avait pas de bureau au départ. C'était dans les glaciers qu'on tenait nos réunions. Aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. Oui, peu importe, l'essentiel pour vous, c'était d'avancer et d'évoluer. Tout à fait, madame. Bien sûr. Alors, quels sont les premiers projets initiés par votre entreprise? Alors, notre premier projet, c'est le projet Cité Les Cacaoyers, qui est un programme immobilier de 900 logements. Et là, je voudrais, madame, vous surprendre, parce que nous avons compétit donc, pour obtenir ce marché. On n'avait aucune expérience. Les grands groupes de la place étaient nos concurrents, mais avec la foi et la détermination, on a eu le marché. Et aujourd'hui, nous sommes en train de sortir les maisons. Ça, c'est Cité Les Cacaoyers.
Ensuite, nous avons lancé Cité Kobatim. Cité Kobatim, c'est un programme immobilier de 80 villas de haut standing que nous sommes pratiquement en phase de finition. Ben, comme vous l'avez dit, nous sommes un groupe. Et au sein du groupe, il y a 11 sociétés. Et chaque société donc a ses activités. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de développer des hectares et des hectares de cacao, de café et de palmiers à huile à Waninou, dans la région du Bafing. Nous avons loti des parcelles et aujourd'hui, nous avons près de 14 sites sur lesquels nous allons construire des maisons. Mais je vais vous dire que nous avons développé une stratégie, ce qu'on appelle la stratégie du développement intégré. Nous sommes dans 11 secteurs d'activité et chaque société fait son petit bonhomme de chemin. D'accord. J'imagine que dans la gestion d'un tel groupe, aussi grand d'ailleurs, vous connaissez certaines difficultés. Comment arrivez-vous à gérer ce groupe? Alors, effectivement, si nous disons que nous ne connaissons pas de difficultés, ce n'est pas vrai. Mais la première solution pour nous, c'est notre foi en Dieu. Parce que j'ai compris que moi-même, je suis un pur produit, une grâce. Et donc, au vu de ça, ma première vie est consacrée à Dieu. Nous sommes un groupe et donc nous avons développé des stratégies et des schémas aussi huilés qui nous permettent, donc lorsqu'une des sociétés du groupe a des difficultés, que les autres sociétés lui viennent en aide. Alors, ce schéma-là fait que sans appui extérieur, nous arrivons à avancer. Alors, au départ, les gens nous ont trouvés rêveurs. Aucune banque ne nous suivait. Aucun partenaire ne venait. Mais nous, on avait notre détermination. On avait notre foi en Dieu. Mais aujourd'hui, madame, les partenaires foisonnent. Les banques nous font la cour. Vous comprenez? Donc, pour dire qu'à force de forger, on devient forger. Et à force de patience aussi. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous depuis la création de votre groupe? Alors, merci madame. Je dirais que le bilan, il est positif. Au vu d'abord des informations que nous détenons aujourd'hui et de la situation donc du groupe. Alors, partir de 3 personnes pour être aujourd'hui à 105 employés, on dira que le résultat est largement positif. Partir de 2000 francs et être aujourd'hui à des chiffres d'affaires de plusieurs milliards, on dira que, bien sûr, le bilan il est positif. Mais aussi positif parce que l'État de Côte d'Ivoire a reconnu l'effort que nous avons déployé et nous avons été décorés. Alors donc, au vu déjà de cet aspect, on se dit déjà qu'il y a un grand pas qui est déjà franchi. Beaucoup de chemin qui a été parcouru. Merci madame. Alors, quels ont été pour vous les projets les plus marquants que vous avez réalisés au sein de votre groupe? Alors, le projet déjà, je dirais, c'est la création des différentes filiales du groupe. Parce que ça aussi, c'est un projet. C'était une vision. Le fait que nous ayons réalisé cette vision de créer un groupe de 11 sociétés, déjà, donc, est une atteinte à l'objectif fixé. Deuxièmement, il y a le projet, comme je disais dans notre première édition, Cité Cacaoyer, qui partit de 200 maisons, nous sommes aujourd'hui à 900. Lorsque nous prenons Cité Kobatim, on a réalisé Cité Kobatim au même moment que Cité Les Cacaoyers. C'est-à-dire là où personne ne nous attendait. Dieu merci, ça s'est très bien passé. Donc au vu de ça, on dira que déjà le projet Cité Kobatim est un succès. Mais je disais tantôt que nous avons au sein du groupe une compagnie d'assurance. Au départ, on était parti comme une assurance de courtage. Aujourd'hui, nous faisons l'assurance santé. Alors, en dehors de ces projets que je viens de citer, il y a la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers que nous avons réalisés aussi bien à Songon qu'à Bergerville et j'en passe. Alors, comme vous disiez tantôt, nous sommes aussi au Sénégal. Au Sénégal, nous avons ouvert donc, notre succursale depuis 1 an. Nous avons un projet de réalisation de 680 maisons. Aujourd'hui où nous vous parlons, nous sommes en train de faire tout ce qui est travaux de voirie et réseaux divers. Et au vu donc, des actions que nous avons menées, l'État sénégalais nous a accordé 200 hectares pour construire des maisons. Donc des maisons économiquement faibles à hauteur de 40% de la superficie donnée et des maisons
je dirais, de haut standing à hauteur de 60%. Donc voilà de façon brève, n'est-ce pas, le bilan des projets que nous avons réalisés. Bien sûr, sans que la liste ne soit exhaustive. Tout à fait. C'est déjà bien, hein, Monsieur Nzi. En tout cas, toutes nos félicitations. Merci bien. Et si vous deviez corriger une erreur faite dans tout ce parcours, ce serait quoi? Alors, l'erreur que j'allais corriger, c'était le sentimentalisme. Parce qu'au départ, j'ai pris les gens, et ça je le reconnais, sans tenir compte de leur capacité. Je me suis dit que si on avait la volonté, avec la volonté, et comme je suis un exemple patent, on pouvait y arriver. Mais malheureusement... Tout le monde ne fonctionne pas comme vous. Merci madame. Donc s'il y a quelque chose à corriger, c'est cet aspect-là que j'allais corriger le plus rapidement possible. Alors tout au long de votre brillante carrière, vous avez reçu plusieurs prix et en 2016, vous avez été fait officier de l'Ordre du Mérite National de Côte d'Ivoire par la grande chancelière. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui votre fierté? La fierté, c'est la reconnaissance du travail abattu par l'État de Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qui fait déjà notre fierté. Déjà, c'est une fierté parce que nous avons travaillé dans l'ombre. Nous, on avait une stratégie en interne. On se disait que la meilleure façon de faire de la publicité, c'est de poser des actes. Et au vu des actes que nous avons posés, nous avons été reconnus. Déjà, c'est une fierté. Mais madame, tenez-vous bien, nous avons été reçus par une sommité qui est le président Henri Konan Bédié pendant 4 heures de temps. Il nous a accordé une audience de 4 heures pour que nous lui expliquions comment nous sommes partis de quoi pour être aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc déjà, voilà quelques, je dirais, fiertés que je peux exprimer. Mais en même temps, la fierté est aussi intérieure parce que c'était une vision. Ce n'était pas évident. Aujourd'hui, humblement, je fais partie, comme on le dit, des 10 top de la construction en Côte d'Ivoire. Ça déjà, c'est une fierté. Mais nous ne voulons pas nous arrêter à là. Et nous osons croire que, madame, vous allez revenir. Parce qu'en 2019, nous allons créer notre banque. Et la stratégie, c'est de créer une société d'hypothèque et de logement. Le véritable problème en Côte d'Ivoire, c'est le manque de logement. Et nous voulons résoudre ce problème. Tout à fait. Et pour résoudre ce problème, il faut avoir un appui financier derrière. Il faut avoir son instrument. Et donc, notre instrument, SIB, viendra donc corriger le déficit de logement en Côte d'Ivoire. Mais je pense que vous allez y arriver très facilement, même d'ailleurs. Vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé. Je pense que vous avez tous les atouts. Merci vous beaucoup, êtes madame. intelligent. Merci beaucoup. Donc, il vous suffit aujourd'hui de prier et de demander à Dieu de pouvoir vous aider à finaliser justement tous les autres projets que vous avez. Merci bien, madame. Est-ce que vous auriez imaginé, M. Nda, être aujourd'hui à ce stade dans vos activités, quand vous avez commencé? Même si vous aviez de l'ambition, vous aviez plein de projets. Alors, je dirais oui et non. Oui, parce que j'avais foi en ce que je faisais. Oui, parce que je savais que, nonobstant les difficultés, j'allais foncer. Mais non, parce que c'est Dieu qui est propriétaire de toutes choses. Moi, je pouvais avoir la volonté, mais Dieu pouvait décider autrement. Alors, Monsieur Nzi, il y a une question qui me trottine dans la tête depuis tout à l'heure. Le fameux oncle qui vous avait mis, donc qui avait décidé de vous mettre à l'école personnellement et particulièrement vous, dans une famille de 22 enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui devient, j'imagine, sa fierté? Alors, donc je disais que mon oncle qui m'a mis à l'école, aujourd'hui, je suis sa fierté et lui aussi, il est ma fierté. Ma fierté parce que ce n'était pas évident, comme je disais au départ. Tout à fait. J'avais beaucoup, donc. Et c'est lui seul qui a décidé, donc, de m'aider. Aujourd'hui, je ne voudrais pas, sur le plateau ici, citer ce que j'ai fait pour lui. Mais ce que je peux vous dire simplement, c'est que je suis sa fierté. Et que vous êtes reconnaissant quelque part. Oui, bien sûr. D'accord. Et aussi, je voulais vous demander aussi, vous avez dit au début, quand vous avez commencé donc à monter votre première entreprise, vous avez fait appel à 2 de vos amis ou à quelques amis. Oui. Et ces amis-là, malheureusement, n'ont pas été patients comme vous. C'est cela. Ils ont vite baissé les bras. C'est cela. Vous avez eu l'occasion depuis de les revoir, de pouvoir discuter, d'échanger un peu avec eux? Oui, peut-être ce qui va vous surprendre, nous sommes toujours des amis. Heureusement, nous mangeons toujours que... ensemble, mais seulement qu'on ne travaille plus ensemble. Il vous est arrivé donc d'échanger encore sur ce... Oui, bien sûr, et je vous avoue que c'est un regret pour eux. C'est un regret. Oui. Comme quoi la patience paye toujours, et je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris à leurs frais. C'est cela, madame. Alors, Monsieur Nzi, nous sommes en début d'année.
quelles sont vos perspectives pour 2017? Merci bien, madame. Je dirais que nous avons des dents très longues. Et au vu de ça, nous attendons donc de réaliser beaucoup d'actions. D'abord, premièrement, c'est que nous voulons, à partir de l'année 2017, réaliser une cité d'au moins 2000 logements avec nos partenaires sur un site de 300 hectares qui est, n'est-ce pas, qui est notre propriété, ce site-là. Ensuite, nous ambitionnons de revaloriser tout le schéma du groupe. Donc, de rendre chaque société du groupe autonome pour que, à l'orée de l'an 2018, nous mettions déjà en place les bases de la création de la banque en 2019. Alors, en termes de perspective, arriver à réaliser au moins 2000 hectares de cacao, de café, de palmiers à huile et d'anacarde. Alors, donc, voilà un peu ce que nous avons. Je parlerai de perspectives en termes de travail, mais pas de finances, puisque nous sommes sur un plateau. Permettez qu'on ne parle pas trop chiffres. Mais en 2017, nous allons accélérer notre schéma et nos stratégies de développement au sein du groupe. D'accord. Voilà. De toutes les façons, pour les finances, je pense aussi que ça va aller, vu que vous allez créer une banque. Oui, bien sûr. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Oui, nous avons mis en place des schémas qui nous permettent de collecter des ressources endogènes pour créer la banque. D'accord. En tout cas, félicitations, Monsieur Nzi. Merci beaucoup, madame. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, Monsieur Nzi. À tous ces jeunes qui nous suivent et qui rêvent d'avoir la carrière que vous avez, quels conseils pouvez-vous leur donner? Je dirais, madame, que d'abord, je voudrais vous remercier du temps que vous avez passé avec nous et nous donner l'occasion de développer, n'est-ce pas, notre schéma de travail. Alors, pour des jeunes qui nous regardent ce soir, je leur dirais simplement de ne pas baisser les bras. La vie n'est pas facile. Je suis un pur exemple. Je n'étais pas prédestiné à aller à l'école. Je devrais être aujourd'hui dans un champ de cacao, en train de nettoyer comme les autres. Et Dieu a fait grâce. Mais en même temps, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire que si nous dormons sur nos lauriers, nous n'irons nulle part. Donc nous demandons à ces jeunes-là d'entreprendre. Ce n'est pas à l'école, ce n'est pas les grandes études qui donnent. Alors, juste une anecdote. J'ai un ami libanais qui a un niveau CM2, mais qui aujourd'hui a un très grand supermarché. Lorsque nous sommes allés le voir et on échangeait, je lui ai dit, mais mon ami, toi tu as le niveau CM2, moi au moins je suis allé à l'université un an. Pourquoi ne pas continuer? Il m'a dit, va à l'école, moi je mange de l'argent. Vous comprenez? Donc juste pour dire que si on a la volonté, si on est déterminé, avec niveau ou sans niveau, on peut devenir quelqu'un. Et on a des exemples qui foisonnent en Côte d'Ivoire. Nous connaissons des grands transporteurs qui n'ont pas été à l'école, mais aujourd'hui qui sont des références. Donc nous demandons à tous ces frères de se lever, d'entreprendre. C'est vrai, ils vont tomber une fois, deux fois, trois fois. Mais comme le dirait d'aucuns, ce n'est pas parce que nous sommes tombés une fois que nous devons rester couchés. Donc, nous leur demandons beaucoup plus de patience parce que ce n'est pas facile. Il ne faudrait pas qu'ils s'imaginent que sur le coup de la soupe, ils vont tout de suite, n'est-ce pas, abrasser des milliards. Ce n'est pas vrai. Mais s'ils ont la foi, s'ils sont déterminés, à la fin, ils obtiendront toujours ce qu'ils désirent. Bien sûr, tout à fait. Et aujourd'hui, vous avez pu justement sortir du lot de tous ces jeunes qui sont restés au village. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous restez en contact avec eux et que vous essayez de les booster aussi à votre manière. Oui, madame, pour vous dire vrai, puisque je disais que j'ai été un pur don de Dieu, j'ai construit l'école de mon village. Félicitations. J'ai 100 personnes que je scolarise parce qu'au sein du groupe, nous avons aussi le côté social. Et comme je vous disais, le chantre Nestor David, chaque année, nous organisons des concerts. À l'issue de ces concerts, les fonds que nous récoltons, nous les donnons, n'est-ce pas, aux enfants d'Abobo, aux prisonniers
et on soutient les veuves, etc. Donc, ce n'est pas les enfants de mon village que je vais laisser. Aujourd'hui, humblement, on a mené des actions où la coopération japonaise est en train de faire des puits, en train de construire des écoles, développer des choses dans notre région. Alors donc, je ne les ai pas oubliés. Au contraire, quand je vais et que je les vois au village, je suis encore motivé, je suis déterminé à me battre beaucoup plus pour les aider. Tout à fait. Et je vois que vous avez par ailleurs aussi beaucoup de jeunes dans votre équipe. Bien sûr. Donc quelque part, vous faites vraiment la promotion de la jeunesse au travers des entreprises. Oui, non seulement la promotion de la jeunesse, mais la promotion du genre. Je vous dis, madame, il y a plus de femmes ici que d'hommes au sein de notre groupe. Ah ben c'est bien. Voilà. Alors, merci Monsieur Nzi d'avoir pris de votre temps pour nous raconter votre histoire. C'est vous que nous remercions. Nous vous souhaitons vraiment tout le meilleur dans votre carrière. Merci. Et encore une fois, félicitations pour tout ce que vous avez déjà accompli. Merci madame et au plaisir de nous retrouver très bientôt parce que nous ne faisons que commencer. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que nous nous disons au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv et d'ici là, que Dieu vous garde.